Alors savez-vous qu'à quelques kilomètres de Saint-Quentin est brassée la meilleure bière brune du monde? Et pour cela, c'est du côté de Venduil et je suis en compagnie de David qui est brasseur et le gérant de cette brasserie Lescaut. Bonjour David, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu l'histoire? Comment ça s'est créé cette brasserie? Alors, tout a commencé en 2017 lorsque j'ai lancé la brasserie ici dans cette grange, dans le village de Venduil, donc dans l'Aisne. Alors, il faut savoir que l'idée a germé lorsque j'étais étudiant. Donc déjà dès 1998, voilà, je voulais faire de la bière parce on est sur un territoire brassicole. La région de France est un territoire brassicole. Le village de Venduil également. Il y avait une brasserie. Donc on la voyait encore jusque dans les années 90. Et lorsqu'ils l'ont détruite, c'est vrai que ça m'a fait quelque chose. Parce que comme j'aime l'histoire, j'aime le terroir, j'aime les pierres. Et donc je me suis dit peut-être qu'un jour je referai couler de la bière dans ce village. Et c'est chose faite. La bière est arrivée en 2018 avec la Vandale. Et ensuite, 6 autres bières sont venues se greffer, dont la Vandale Brune, qui a été élue meilleure bière du monde au World Beers Award 2023, cette année, en septembre. Alors on en parlera tout à l'heure de cette bière, mais j'ai une question. Pourquoi l'avoir appelée la Vandale? Moi je veux tout savoir. Vous voulez savoir tous les petits secrets. C'est ça. Donc la Vandale, il faut savoir qu'ici, il y a eu une invasion vandale au niveau de la Gaule, et ils sont passés ici par Venduil, ils sont battus à l'oppidum de Vermand, donc pas très loin d'ici. Et le village de Venduil aurait récupéré ce nom suite aux invasions vandales. Et donc, voilà. Donc il fallait ancrer cette bière dans l'histoire et dans le terroir. Donc voilà pourquoi le nom Vandale, en fait. Donc vous disiez, vous avez commencé en 2018, ça fait déjà 5 ans. Comment ça se passe? Comment on fabrique de la bière? Comment on fabrique de la bière? C'est très simple. Donc il faut de l'eau, donc une bonne eau de qualité. Donc ici, on n'est pas loin de la source de l'Escaut, donc qui est à 3 km. Donc c'est l'Escaut qui devient un fleuve et qui se jette dans la mer du Nord à Anvers. Et donc il faut du grain. Donc moi, je travaille avec la malterie du Château en Belgique, donc ils sont très réputés au niveau de la qualité de leurs grains. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de grains français qui part en Belgique et il revient ici maltais. Alors là, le maltage, c'est une opération qui permet de germer la céréale. Ensuite, on la fait sécher et torréfier. Donc là, on a une palette de saveurs, de couleurs, et tout ça, ça va se retrouver dans le goût de la bière. Donc le brasseur, lui, il doit composer avec tous ces grains. Ensuite, il y a la levure, donc important. Donc ça aussi, donc chaque levure a ses caractéristiques, et aussi le houblon. Principal ingrédient, donc c'est l'épice du brasseur. Donc là aussi, on a une palette de saveurs. Donc il y a 1001 façons de faire de la bière, en fait. Et chacun a sa petite recette. On voit ici, là, sur les images de Jérôme, toutes les cuves. C'est quoi les différentes étapes entre le début et la dégustation, on va dire? Donc là, on a l'unité de brassage. Donc à gauche, on a la cuve d'eau chaude. Donc moi, je travaille en monopalier. Donc l'étape, c'est de mettre le grain directement en contact avec l'eau chaude à une température et on laisse infuser. Donc là, sur à la droite, là, on a la cuve d'empâtage, là où je vais mélanger mon grain et donc l'eau chaude. Pendant une certaine durée, ça va brasser. Donc je vais filtrer à l'issue et je vais obtenir ce jus sucré. Donc l'amidon va être travaillé par les enzymes et donc en sucre fermentescible, qui va être après ingéré par les levures dans la phase de fermentation. Donc première étape, on récupère ce jus qu'on va envoyer dans la cuve de gauche, qui est une cuve d'ébullition. C'est là où toutes les opérations, voilà, on va monter en température à 100 degrés pendant une durée et on va rajouter les différents houblons. L'houblon qui donne l'amertume et l'houblon qui donne les arômes, éventuellement d'autres épices. Donc si on parle de bière de Noël, on va rajouter de la cannelle, d'autres épices, enfin tout ce qu'on veut, des clous de girofle, voilà, toutes ces spécificités. Donc ça se passe pendant la phase d'ébullition. Ensuite, une fois qu'on a fait cette ébullition, ça s'appelle un mou. Ce mou, on va l'envoyer en fermentation, dans les cuves de droite. Donc c'est des cuves cylindres coniques qui ont la fonction de faire la fermentation et la garde. Donc on transfère, ça dure à peu près une semaine, la fermentation. Et ensuite, on baisse la température pour aller en phase de garde, où là, les levures vont se reposer, la bière va se clarifier, va se bonifier. Voilà. Donc il y a 2 phases, où la première phase, on va faire l'alcool, la fermentation, et ensuite c'est cette garde où on clarifie la bière et on l'affine. On éjecte les levures par le bas.
Et ensuite, voilà, après 15 jours de garde, on va passer à l'embouteillage. Un embouteillage, aujourd'hui, qui est toujours manuel, mais qui devrait évoluer. C'est ce que j'allais dire, justement, on en parlait tout à l'heure, en préparant ce duplex. C'est encore de l'embouteillage à la main. C'est combien de bouteilles que vous préparez à chaque brassage? Donc là, on est sur des cuves de 10 hectos, hein, donc 1000 litres. Et donc je vais embouteiller environ 600 bouteilles en 75 et 1200 en 33 centilitres. Donc tout est fait avec cette machine. Donc, et capsulé également une à une. Voilà. Et ensuite, on va passer en refermentation parce que la bière n'est pas encore assez saturée en gaz. Et donc, c'est pour ça qu'on fait une refermentation bouteille avec un sucrage. Donc, j'ai une cuve qui est sur ma droite, là-bas. Donc, il y a une cuve qui permet de mélanger donc, cette bière un peu jeune avec du sucre. On embouteille. On refermente dans une salle à température. Donc les levures, elles ont du sucre, elles ont de la chaleur, elles se réveillent et puis elles se mettent à table. C'est très très intéressant. On n'a plus beaucoup de temps malheureusement, mais on en a parlé en début. La meilleure bière du monde, la bière brune, c'est celle-ci qu'on va prendre et qu'on va voir sur les images. La bière, la Vandale, la brune. C'est quoi le petit secret? Le petit secret, c'est l'expérience, parce qu'elle arrive vraiment dans ma fin de ma série de bières. Et donc, chaque fois que j'ai fait une bière, donc j'ai acquis aussi ce savoir-faire. Et donc voilà, c'est aussi le mélange du grain pour obtenir une bière dans la famille des bières noires. Et moi, j'ai choisi d'orienter cette bière vers un côté fruité en utilisant des grains qui allaient développer des arômes de fruits à noyaux. Enfin, donc peut-être la prune, le pruneau, enfin voilà, c'est ça qui me bottait dans cette recette. Et donc voilà, donc on a une bière qui est assez accessible, pas trop forte, autour de 5-8 degrés. Et voilà, c'est à découvrir lorsque on a des a priori sur les bières noires, les bières brunes. Sincèrement, il faut la goûter. Et ben justement, on va en profiter, on va la goûter, je vais vous la laisser l'ouvrir, on va goûter une petite goutte, bien évidemment, toujours avec modération. Cette bière que vous pourrez retrouver également dans différents points de vente aux alentours de Saint-Quentin. Allez-y, je vous en prie, servez ça parce qu'elle nous a mis, même avec Jérôme, un peu l'eau à la bouche, cette belle bière. C'est une bière qui a au moins 6 céréales différentes dedans, donc elle est assez complexe à fabriquer. Donc c'est pour ça que c'est l'aboutissement, c'est-à-dire que chaque bière, voilà, j'ai testé les grains à travers toute ma gamme, donc j'ai une série, une céréale, 2 céréales, et là on est sur la 3 céréales. Donc on se rapproche des bières type abbaye, c'était ça l'objectif. C'est pour ça qu'elle s'appelle Cuvée Mont-Saint-Martin, par rapport à l'abbaye qui est au niveau de la source de l'Escaut, donc l'abbaye du Mont-Saint-Martin. Donc voilà, on est sur cette qualité-là. Eh ben, merci beaucoup David, en tout cas, à la vôtre, avec modération bien évidemment, et longue vie à la brasserie de l'Escaut. Merci beaucoup. Vous le savez très certainement, Noël approche à grands pas, c'est dans quasi 5 semaines et il faut déjà y penser à ce qu'on va manger lors de ces fêtes de fin d'année. Et pour cela, je vais rejoindre Perrine qui est la gérante du chez numéro 5. Bonjour Perrine. On a fait une petite sélection de ce qu'on va pouvoir trouver à table, mais pas que. Oui, mais pas que, effectivement, parce qu'il faut attendre ce fameux jour de Noël. Donc on a un super calendrier de la Ventée. Ça permet de préparer le foie pour la suite. Alors la Ventée, on va le montrer justement. On va taire la marque, mais on va le montrer. Où on trouve tous les jours du mois de décembre un thé différent. C'est bien ça, Perrine? Exactement. C'est 24 thés différents. Il y a même aussi des infusions. Et en tout cas, ça permet d'attendre patiemment la venue du Père Noël. Mais je pense que ce qui nous intéresse davantage, c'est ce qu'on va boire et manger lors du réveillon et de Noël. Effectivement. Alors, la star de Noël, c'est le foie gras. Donc ici, ça fait partie des plus grosses ventes pour déguster, mais aussi pour offrir. On a quelques petites confitures de Noël dans un joli coffret pour accompagner le foie gras en condiment. Et puis ensuite, on a des boissons pour faire l'accord mets et vin. Alors justement, Perrine, en préparant cette interview, on a des produits qui sont picards, voire même axonés, hein, c'est bien ça?
Tout à fait. On a un champagne de vigneron, la maison Bernard Figuet, avec la cuvée Gourmandise, qui a un très joli champagne, très agréable pour l'apéritif. Et donc, il met en valeur le terroir axonais. Donc voilà. Et ensuite, en notre produit Picard, on travaille le whisky de la maison Hautefeuille, qui est située dans le 80 à Beaucourt-en-Santerre. Donc distillerie familiale, un très joli whisky. Il existe en version tourbée et non tourbée, donc pour l'apéritif, pour offrir ou en digestif le soir de Noël au coin de la cheminée. Alors bien évidemment toujours à consommer avec modération. Pour les non-aguerris, on va dire, c'est quoi la différence entre tourbé et non tourbé ? En fait, la particularité, je ne vais pas rentrer dans le côté technique, mais on va dans le non tourbé, on va avoir un côté plus gourmand, plus rond, plus céréalier. Et dans la tourbe, donc c'est une technique pour faire le whisky qui va apporter un côté fumé, presque tabac froid, qui est très apprécié de certaines personnes, mais qui est aussi détesté d'autres. Donc c'est vraiment une question de choix, tourbé, non tourbé le whisky. Tourbé, non tourbé, glaçon ou pas glaçon ? Oh, pas glaçon. Ça, c'est pour les séries américaines, les glaçons. Alors, on a également ici sur cette petite, vraiment un petit aperçu de tout ce qu'on propose ici, ce blanc d'hiver, un Sauvignon 2023. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, Perrine ? Et bien sûr, c'est notre petit chouchou depuis quelques années. C'est un blanc qui est fait dans la Loire, à base du cépage Sauvignon. Et sa particularité, c'est que tout le sucre n'est pas transformé en alcool. Donc, ça fait un vin blanc sec, fruité et un petit peu fruité. C'est un bonbon en bouche. Il ne fait que 10 degrés d'alcool à l'apéritif, avec un foie gras, avec un dessert ou simplement pour le plaisir de partager un verre. Bon là on a fait une petite sélection qui est vraiment pas exhaustive. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens pour passer de belles fêtes de fin d'année à table et à manger hors ces produits qu'on a voulu mettre en avant aujourd'hui ? Déjà pour commencer une belle petite bulle. Alors il n'y a pas que le champagne, hein. On s'adapte à tous les budgets. Il y a des belles bulles en Bourgogne, des bulles dans la Loire. Ensuite, on a des jolis vins blancs secs et fruités, souvent les plateaux de fruits de mer. Voilà, une volaille ou un gibier. Donc on a des belles sélections de vins rouges, Bordeaux, Vallée du Rhône, Bourgogne. Et puis pourquoi pas finir par un joli digestif ? Et on parlait tout à l'heure de ce foie gras, mais également en préparant ce duplex, il y a aussi un foie gras qui est fait pas loin d'ici, c'est bien ça Perrine ? Oui, Val-de-Luce, qui est fait dans l'Aisne. Donc c'est une conserverie artisanale qui fait des foie gras, mais aussi d'autres produits à base de canard, d'oie ou de porc. Vous avez vraiment envie de mettre l'accent ici sur des produits locaux et les mettre en avant parce que notre territoire est riche de tout ça. Ah oui, on a un territoire qui est très riche et il y a des super produits. Et autant faire valoriser notre région et de les travailler ici à Saint-Quentin. Comment on travaille justement avec les différents producteurs ? Comment ça se fait ? Comment on s'organise pour aller démarcher des producteurs, que ce soit de l'alcool entre guillemets à consommer avec modération ou des produits alimentaires ? On va sur des salons, on va à la rencontre, on va sur les exploitations, on goûte. Souvent, c'est un feeling avec le producteur et puis nous. On aime les produits, on les référence et on en parle mieux à nos clients. J'ai l'exemple aussi d'une bière qui est brassée pas loin d'ici, qui a été élue meilleure bière du monde. Donc voilà, c'est vraiment très important de mettre en valeur cette richesse du territoire, de tout ce qui est fait et le savoir-faire également. On a un super savoir-faire et c'est bien qu'on en parle. Notre région, elle est riche, il y a beaucoup de choses. Et effectivement, ici aussi, on vend la bière de David au chez numéro 5. Eh ben, Perrine, merci énormément. Voilà, on a pu vous donner quelques conseils. Enfin, Perrine a pu vous donner quelques conseils pour avoir une belle table. Pas forcément esthétiquement parlant, mais avoir des bons ingrédients dans les verres et dans l'assiette. Et forcément, le chai sera ouvert jusqu'au 24 au soir. Non-stop, même le dimanche. Et ben voilà, merci beaucoup Perrine. Et par avance, belle fête de fin d'année.